tandis que l'ennemi, traqué sur chaque route et dans chaque village de France, tente de regagner son repère, les blindés avant-coureurs des armées libératrices font leur entrée dans la capitale. Tous ceux qui vécurent ces heures historiques eurent le sentiment que la libération de Paris mettait un terme définitif au malheur de la France et que s'ouvrait pour elle un nouvel âge d'or. Hélas, les feux de joie s'éteignent vite. À l'euphorie générale, le tragique bilan de la guerre et de l'occupation risquait de faire succéder le plus amer découragement. C'est alors que la France en perdition lança ses premiers appels. Devant des auditoires attentifs, parlementaires et syndicalistes demandèrent aux ouvriers de la mine de faire face aux besoins immenses que le redressement du pays rendait impérieux. Les appels furent adressés aux quelques 320 000 mineurs répartis dans les 9 bassins houillers français, dont la nationalisation devait assurer la concentration des efforts. On comptait d'abord sur le Nord et le Pas-de-Calais, qui représentent 60% de la production nationale, et sur la Lorraine, capable d'atteindre 25%. Sur les vastes carreaux du Nord, au fond des puits qui percent la verte campagne lorraine, dans les bassins de Blanzy, de la Loire, d'Aquitaine, d'Auvergne, des Cévennes, de Provence, du Dauphiné, partout, cet SOS fut entendu. Faute du matériel nécessaire pour doter les ouvriers d'un équipement mécanique suffisant, on fit flèche de tout bois et on eut même recours à un matériel d'extraction usagé et désuet. On revit même, tirant son chapelet de wagonnets le long des galeries sombres, le bon vieux cheval de mine dont la race était en voie de disparition. Malgré leur insuffisance, ces moyens mis au service d'un personnel courageux et tenace réussirent à imprimer à l'industrie la poussée initiale dont elle avait besoin pour redémarrer. Les cheminées crassèrent à nouveau leur panache de fumée, la vie reprit dans les usines, la machine se remit à tourner. Ce sera l'orgueil et l'honneur des mineurs de France d'avoir donné le premier coup de pic de la reconstruction. Mais il n'importait pas seulement de se remettre au travail, il fallait réaliser de toute urgence les réparations nécessaires pour accroître la production charbonnière. Avec un merveilleux esprit d'équipe, ingénieurs et ouvriers unirent leurs efforts pour relever les ruines laissées par l'ennemi qui s'était livré partout, et surtout en Lorraine, au pillage et à la destruction. Les houillères remirent en état leurs installations du jour et en construisirent de nouvelles. Du charbon, il fallait des mineurs. Et des mineurs, il n'y en avait pas dans la région, puisque déjà les houillères avaient aspiré une bonne partie de la population en place, et donc on a fait venir des mineurs de pays étrangers, notamment de Sicile et de Sardaigne. Et puis il y avait donc, pendant la guerre et après la guerre, des mineurs qui étaient venus de Yougoslavie, de Slovénie et des différents pays. Et puis il y avait bien sûr les anciennes populations minières qui étaient des Lorrains, des Polonais, des Sarrois, etc. Donc tout ce monde-là, il fallait le loger. Et dans l'immédiat après-guerre, on avait construit des logements en baraques, mais ces baraques ne pouvaient pas durer éternellement, donc on voulait loger les gens en dur. Le bassin houiller lorrain a dû repartir à zéro au lendemain de la dernière guerre. Ses installations étaient gravement endommagées, son personnel en partie dispersé. 10 ans plus tard, les houillères du bassin de Lorraine se sont portées en tête des bassins européens pour leur rendement. Leur production atteint maintenant 13 millions de tonnes par an, soit le double de celle d'avant-guerre. En relation avec l'augmentation de la production,
l'effectif des houillères du bassin de Lorraine est passé de 21 200 en 1938 à 42 700 aujourd'hui. Cet accroissement de personnel posait un grave problème de logement dont la solution constituait un véritable impératif économique. En 1945, les houillères du bassin de Lorraine disposaient de 9 500 logements édifiés avant 1938. 1600 habitations détruites pendant la guerre furent reconstruites entre 1946 et 1949. En même temps, pour faire face aux besoins les plus urgents, les houillères du bassin de Lorraine édifiaient 3400 baraques. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas construire dans le bas du bassin. Le bassin houiller, qu'est-ce que c'est? C'est donc la dépression du Varn, entourée des collines du plateau lorrain. Dans la dépression, qui est en grande partie d'ailleurs manchée par la forêt du Varn, c'est la vallée de la Rosselle essentiellement, il y avait déjà des villes qui existaient et puis des installations minières. Donc on ne pouvait pas remplir le bas en quelque sorte, il fallait monter sur les côtes pour trouver des emplacements, de nouveaux emplacements pour l'habitation. Alors c'est la raison pour laquelle donc avait été repéré un certain nombre de sites qui étaient bien exposés. Alors parmi ces sites, Faré-Berzulaire était particulièrement intéressant parce que Faré-Berzulaire se trouvait à côté de la gare de chemin de fer. La voie de ferrée qui vient de Sarreguemines et qui s'y dirige vers Cocheren et donc vers le bassin houiller. Ce qui permettait à l'époque de transporter une bonne partie du personnel par train. Les gens venaient de loin, du Beacherland ou de Sarreguemines, mais on avait donc un arrêt ici à la gare de Faré-Berzulaire et le personnel pouvait donc facilement prendre le train et de là, il allait être transporté dans les différents sièges du bassin. Nous pensions au village. Parce que le village de Faré-Berzulaire allait forcément subir un choc important, puisqu'il allait passer de 400 à 500 habitants à plus de 1000, 5000, 6000, etc. Donc c'était quelque chose de très considérable pour ce village. Or, il se trouve qu'à l'époque, ce brave monsieur Schwartz a pris son courage de main pour aller voir tous ses administrés, puisqu'il était maire de Faré-Berzulaire, pour leur acheter les terrains. Parce qu'il fallait, je crois qu'on a une centaine d'hectares à peu près ici sur Faré-Berzulaire. Et comme c'était des petits terrains, il y avait c'était très partagé entre beaucoup de propriétaires, de petits propriétaires qui avaient chacun 3 arts, 5 arts, 10 arts, etc. Alors il a fallu qu'ils fassent le tour du village et voir tous ces administrés. Et bien sûr, chaque fois que vous allez voir un administré et acheter un terrain, ça se termine par un petit verre de schnapps en général. Alors il a souffert le malheureux. Nous avions la nécessité de construire un procédé qui était le procédé Camus-Ditch. Parce que les houillères, donc, étant nationalisées, étaient sous le contrôle de l'administration d'État et du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, et ce ministère voulait utiliser le procédé Camus-Ditch, c'est-à-dire la construction d'immeubles en grands panneaux, on appelait ça des préfabriqués lourds, c'est-à-dire c'était des grands panneaux de béton, avec donc chaque pièce, en quelque sorte, c'est un peu comme une sorte de Lego, chaque pièce étant donc constitué par une pièce. Il y avait un panneau pour le toit, pour le plafond, un panneau pour le sol, un panneau pour chacun des murs, en gros. Le développement des industries annexes et l'application du statut du mineur avaient suscité de nouveaux besoins. D'autre part, il fallait envisager le remplacement des baraques édifiées au lendemain de la guerre. Un programme portant sur 10 000 logements fut mis en œuvre dès 1954, grâce à un accroissement des crédits affectés aux investissements sociaux. 2 règles devaient être observées. Normalisation des différents types de logements, construction d'immeubles collectifs. Pour une partie du programme, le procédé Camus de préfabrication en grande série a été adopté. Dans une usine construite en 5 mois à Marino, le béton, préparé industriellement, est coulé dans des moules métalliques spéciaux, armés et vibrés. Après 2h30 d'étuvage, les panneaux ainsi obtenus sont stockés. Transportés par route
ces panneaux sont assemblés sur les chantiers en un temps record, au rythme de 40 par grue et par poste de 8 heures. Le procédé Kamuditch, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce procédé de préfabrication lourde, les bâtiments étaient construits, il fallait d'abord implanter une voie de grue, comme une voie de chemin de fer. Et là-dessus, vous avez des grues sur rail qui montaient les panneaux. Donc les camions arrivaient de l'usine de Marignan avec 2 ou 4 panneaux, 6 panneaux suivant la dimension des panneaux. Ces panneaux étaient pris par la grue et posés à l'emplacement qu'ils devaient prendre sur le bâtiment. C'est-à-dire que c'était une sorte de jeu de mécano assez extraordinaire. Il y avait une contrainte qui était celle de suivre les courbes de niveau. Pour ça que lorsque vous voyez une maquette de la station émergulaire, ou même si vous la voyez d'avion, ou par une carte aérienne, eh bien vous trouvez le relief de phare émergulaire en voyant les grandes lignes des bâtiments. Les logements étaient livrés tout près. C'est-à-dire que vous aviez les panneaux, dans les panneaux en question étaient inclus les gaines, avec les fils électriques, ce qui fait que lorsque même il n'y a que encore, dans certains cas, la peinture était déjà peinte, la peinture intérieure était déjà posée. Il n'y a que lorsqu'il y avait du papier, mais sinon c'était les carrelages étaient posés, tout était posé, les robinets, tout. Donc c'était un jeu de construction, on montait ça, après ça il n'y a plus qu'à mettre en place dans la salle de bain la baignoire, faire les raccordements, et puis pouf, c'était parti. Dans ces immeubles de 4 à 5 étages, les appartements comportent en plus de la salle de séjour, de la cuisine et de la salle d'eau, 1, 2 ou 3 chambres. Ils sont dotés du plus grand confort, chauffage central, gaz de ville, vie d'ordures, etc. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans les années 50, 53, 54, il faut bien voir que, d'une façon générale, le confort des habitations n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire que par rapport à l'époque, c'était des bâtiments de grand confort. Maintenant, ça peut paraître tout à fait discutable, mais c'est certain qu'avoir le chauffage central, avoir l'eau courante chaude, avoir donc le vide d'ordures, toutes ces choses-là, c'était quelque chose qui n'existait pas. Les gens qui venaient de baraques ou de logements, de tristes logements, au début, ils étaient enchantés. Nous, ce qu'on avait avant, c'était des baraques avec les WC à l'extérieur, et quand on est arrivé ici, c'était le grand confort. Toilette à l'intérieur, le chauffage, c'est vraiment le confort. On avait l'eau chaude, qu'on n'avait jamais avant, une baignoire qu'il n'y avait pas, il y avait le chauffage, mais c'était le... Surtout le chauffage. Ah oui. Ça, c'était le chauffage, c'est le top de top. Parce qu'à l'époque, l'eau chaude, Oui, l'eau chaude aussi, parce qu'il fallait monter le charbon, mettre tout dans les fourneaux, et le matin, on se levait, il faisait froid, et là, tu te lèves. On a donc planté beaucoup d'arbres, on a aménagé des terrains de jeu pour les enfants, il y avait pas mal de terrains. On avait même mis des préaux pour que les enfants puissent jouer dehors quand il pleuvait. J'ai vu qu'il y en avait ici, mais il a disparu. C'était une espèce de grande boîte à camembert, là, très grande. Et les enfants passaient là-dessus sur les tôles, avec un bout de bord, faire du bruit avec les tôles.